Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par la maison Cavaillé à Aix-les-Bains. Le grand bain de l'écho, plongé dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Très heureux de vous retrouver pour l'avant-dernière émission de cette année 2024, que j'espère heureuse, avec des fêtes qui se préparent, un petit peu moins amusantes sur le terrain socio-économique et politique. Je posais la question tout à l'heure à notre chroniqueuse Coralie sur l'intelligence artificielle, de savoir si l'IA était capable de nous suggérer, ou plus exactement de nous préparer un Premier ministre. Je pense qu'il y a encore un petit peu de travail à faire, et j'en suis content parce que aujourd'hui je reçois deux experts des ressources humaines. On va donc vous parler de personnel, mais au sens noble du terme, pas le personnel si j'ose dire, mais les femmes et les hommes. La préséance pour les femmes, bien évidemment. Et c'est pour ça que je vais d'abord présenter Marie-Alix Aubert, et puis ensuite Laurent Joseph. On va faire comme dans la vraie vie, on va se tutoyer. Marie-Alix, je vais te laisser peut-être le soin de te présenter, de nous donner un petit peu ton parcours, étant précisé que le propos consistera à évidemment parler de l'entreprise, du droit de l'entreprise, mais au-delà de la manière dont on accompagne les entreprises en matière en particulier de recrutement. Je dois dire que c'est parfois pour tout le monde, y compris pour ceux qui s'estiment mieux chaussés que les autres, mais qui en réalité ne le sont pas. On vous écoutera avec beaucoup d'attention, parce que la préparation de l'émission m'a fait saliver, et j'espère que nos auditeurs et nos auditrices en prendront plein, non pas les mirettes, mais les oreilles. Marie-Alix, ton parcours. Merci Benjamin d'abord, et puis bonsoir à tout le monde. Donc moi j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'EDEC à Lille, et puis toute petite je voulais faire du marketing parce que c'était plein de création, plein de créativité. Et puis je me suis vite ennuyée, donc je suis tombée dans le conseil, et j'ai fait 16 ans de conseil, dont 15 chez Accenture. Donc pour des grosses structures. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots d'Accenture, parce que ta séquence, pour le moins significative, d'une quinzaine d'années, je crois, oui, mérite que tu en parles et que tu en dises quelques mots. Je crois qu'elle t'a évidemment inspiré pour la suite de ton parcours. Alors c'est une très belle école de formation, Accenture. Ça nous apprend les process, ça nous apprend le sens du service client, le sens du résultat, la rigueur, le respect des plannings et de la qualité. Moi, j'ai passé 15 merveilleuses années à aller chez des clients, des grosses structures du service public et du service privé, dans des sociétés de transport, dans des sociétés de grande distribution. Et j'ai aussi appris chez mes clients les métiers, les différents métiers. Je suis tombée dès 2004 dans les ressources humaines, et là, c'était génial pour moi parce que en vrai, je me suis retrouvée sur mon côté marketing. Les ressources humaines, c'est toujours plein de créativité. On peut pas faire de copier-coller. Il faut comprendre nos clients, il faut les écouter, les observer, et il faut essayer de les aider du mieux qu'on peut avec les réseaux qu'on a et les formations que j'avais chez Accenture. Et moi, j'ai eu la chance de faire de la conduite du changement chez Accenture, et donc d'accompagner des projets de transformation et d'accompagner les femmes et les hommes à mieux vivre les projets de transformation imposés par les structures. D'accord, très bien. Ensuite, je pense qu'il y a eu, à partir de ce moment-là, effectivement, une appétence particulière. On peut dire d'une certaine manière que tu es un peu tombé dans le chaudron des ressources humaines, pas toute petite, mais presque. La suite, si j'ose dire, n'a pas été non plus décevante. Au contraire, elle a été parsemée de très belles expériences entrepreneuriales dans diverses entreprises, dont des entreprises qui sont bien connues du bassin. Donc je vais faire un petit je vais couper la partie entre Accenture et puis la région. Je suis arrivée il y a 8 ans dans la région avec sur un poste de chef de projet de ressources humaines chez Bayer.
Entreprise pharmaceutique. Pardon, voilà. oups. J'avais essayé on va préciser pour nos auditeurs et nos auditrices. Entreprise pharmaceutique et sur la partie qu'on appelle consumer health, donc tout ce qui est médicaments sans ordonnance. D'accord. Et l'idée, c'était, j'avais plusieurs sujets. Il y avait la cohésion du comité exécutif, ça c'était un premier sujet. Il y avait un sujet sur l'engagement des personnels. Et puis, il y a eu à l'époque un plan de sauvegarde de l'emploi. Et j'ai donc participé à mener à bien ce plan de sauvegarde de l'emploi. D'accord. Suite à cette expérience, je suis allée dans un groupe bien connu à Annecy, et que je peux citer, qui est le groupe Salomon. Bien sûr. Et j'ai été chargée de faire le carve-out de Mavic à l'époque, donc la séparation de Mavic de Salomon sur la partie ressources humaines, donc tout ce qui était mis en place de l'organisation ressources humaines et sur le site de Mavic à Annecy et dans tous les pays du monde, donc des États-Unis au Japon, en Allemagne, en Espagne, en Italie. D'accord. J'imagine donc avec des séquences parfois un petit peu difficiles parce que ça n'est pas sans impact sur le personnel et notamment sur la pérennité des emplois. Donc là, ça a été un tout petit peu compliqué parce que suite à Mavic, Mavic est passé dans la main d'un investisseur, puis dans la main du groupe Bourrelier aujourd'hui. Mavic, filiale de cycle de Salomon. De Salomon, oui. Qui intervient traditionnellement dans les skis, le matériel de ski. Exactement. Et le textile d'outdoor. Exactement. Et donc là, ça a été un peu compliqué. On a traversé plusieurs crises et jusqu'à ce que Mavic puisse être racheté par son actionnaire actuel. Et à ce moment-là, j'ai été appelée par une entreprise du bassin chambérien, au Bourget du Lac, Energypool. Energypool fait de la flexibilité électrique. En gros, on s'assure que le réseau électrique soit toujours à l'équilibre. Donc pareil, c'est une structure internationale également, comme Mavic. Et quand je suis rentrée, donc il y a 5 ans chez Energypool, on était 80 dans le monde. Et quand je suis partie au mois de mars cette année, on était plus de 250. Donc c'est une entreprise en forte croissance, qui est sur la transition écologique. Donc un parcours quand même pour le moins éclectique, école de commerce, alors pas des moindres, et des CLIL tout de même, rappelons-le, des expériences associatives, on y reviendra le cas échéant, et des expériences professionnelles dans des entreprises les plus éclectiques, parce que on trouve de la pharmacie, on trouve du ski et du vélo, et puis en dernier lieu, on est dans de l'énergie. Je pense que ça donne un panel de compétences qui est assez varié et c'est probablement ces différentes expériences qui vont t'amener à te lancer dans le grand bain. Alors, j'allais dire, ici, on est dans le grand bain de la vie locale et dans le grand bain de l'éco en particulier. Alors, toi, ton grand bain, c'est celui de l'entrepreneuriat. Puisque tu as décidé de fonder ton entité, ta structure, ta société qui s'appelle Cap for Human. Cap avec un 4 en anglais, Human, effectivement. Et je te laisse expliquer en quelques mots quelle est la vocation de cette belle entreprise. Donc déjà, en quelques mots, en fait, je me sentais pas du tout de me lancer dans l'entrepreneuriat il y a 6 ans quand je suis arrivée dans la région. Et puis, au fur et à mesure, en rencontrant des entrepreneurs d'ici, dont Laurent qui est avec nous ce soir, je me suis dit pourquoi pas moi. Et puis j'ai été forte de cette expérience de conseil, donc je savais faire du conseil. Et puis j'ai été renforcée quand même par cette expérience opérationnelle importante, c'est-à-dire que j'allais pouvoir parler le même langage que mes clients, parce que j'avais fait la même chose qu'eux. Et ça, je me suis dit à ce moment-là, c'est bon, je suis prête. Aujourd'hui, je peux y aller et je suis entourée. Et donc je vais pouvoir le faire moi-même. L'offre de Cap for Human, elle est basée sur 5 domaines, donc du conseil en conduite du changement, du conseil en ressources humaines, de la formation, du coaching et puis bien entendu, et ça se fait de façon assez naturelle, du management de transition, parce que comme j'ai déjà occupé ce poste de directrice de ressources humaines, du coup je peux continuer à l'occuper. Tout à fait. D'accord. Alors, ce que tu as évoqué, les différents aspects de ton activité de conseil, d'accompagnement, je dirais plutôt, parce que le conseil, c'est une notion un peu générique qu'on emploie parfois de façon dévoyée.
mais tous les termes qui définissent les missions de ton entité et qui reposent bien évidemment sur ton expérience et ton expertise, conduite du changement, formation, coaching, management de transition, ce sont pas des termes ou des expressions qu'on emploie à l'emporte-pièce, ça correspond vraiment à des séquences pratiques et encore une fois, pour avoir eu la chance de préparer cette émission, heureusement d'ailleurs pour nos auditeurs et nos auditrices du Grand Bain de la vie locale, pour avoir eu la chance d'entendre les illustrations qu'on va partager bien évidemment dans quelques instants, je pense qu'il est important de traduire ce que signifie par exemple le terme coaching qu'on emploie de manière, je dirais habituellement, qu'on emploie à toutes les sauces pour dire les choses clairement. C'est un bon point parce que, et puis tu as raison de parler d'accompagnement plutôt que de conseil, parce que pour moi je suis vraiment partenaire de mes clients. Je suis avec eux là, par exemple on a une cliente avec Laurent. On a des besoins de recrutement, je me fais passer, alors je suis claire avec les gens, mais c'est comme si j'étais salariée de l'entreprise. Je dis, moi je fais du recrutement pour cette entreprise, je suis comme la DRH de l'entreprise, même si je suis pas salariée. Le coaching pour moi, en fait, ça fait très longtemps que je fais du coaching parce que j'ai été career advisor, donc conseiller de carrière chez Accenture par exemple. J'ai aussi participé à des réseaux de femmes chez Accenture, donc j'ai déjà conseillé des gens sur leur carrière, sur leur façon d'être, sur les projets. Et quand on arrive à faire de l'accompagnement de clients de direction, de directeurs et de directrices, en vrai, il y a la partie opérationnelle, mais il y a aussi une partie de coaching, d'attitude, de comment on mène les projets à bien. C'est tout ça que j'appelle du coaching. Et en fait, c'est très important pour moi de rattacher le coaching à la partie opérationnelle. D'accord. On en parlera tout à l'heure sous un angle pratique qui vous unit tous les deux parce que vous êtes liés personnellement et professionnellement. Personnellement comme amis, et professionnellement parce que vous avez des synergies qui sont extrêmement importantes, et on a un cas pratique qu'on a évoqué en préparant cette émission qui est extrêmement parlant et qui permettra de comprendre que le recrutement dans une entreprise et dans quelque entreprise que ce soit la TTPE, la très très petite entreprise ou le groupe multinational, je pense que les employeurs, de quelque dimension qu'ils soient d'ailleurs, ont du mal à appréhender la dimension humaine, à la fois des ressources humaines, mais plus précisément du recrutement, et n'hésitent parfois pas à dépenser des sommes absolument folles. Alors il ne s'agit pas de faire le procès des cabinets de recrutement qu'on appelle traditionnellement les chasseurs de tête. Il faut simplement savoir identifier ses besoins. Et puis, je pense que pour identifier ses besoins, on a besoin d'un accompagnateur qui a une expertise éprouvée des relations humaines, parce que sans rencontre, il n'y a pas de recrutement efficace. Et c'est ce qui me permet, si tu le veux bien, Marie-Alix, de faire la transition et de donner la parole à mon cher Laurent Joseph. Alors Laurent, toi tu as une entreprise depuis un petit peu plus longtemps. D'ailleurs, cette entreprise, elle a changé de nom puisque, ou plus exactement, tu avais créé une première entreprise qui s'appelait Comme une évidence, comme si c'était une évidence. Alors bonsoir à tous. Et puis, je vais te laisser la parole. Et puis, aujourd'hui, la structure que tu as l'honneur et le plaisir de diriger, c'est une expression qu'on aime bien chez nous, les montagnards, qui nous parlent beaucoup, premier de cordée. Alors au-delà de... Compagnon de cordée. Compagnon de cordée, je te laisserai nous expliquer. D'abord ton parcours. Alors bonsoir à tous, merci beaucoup Benjamin et à Radio Grand Lac de nous accueillir ce soir. C'est à la fois un plaisir et un honneur. Donc effectivement, le nom de Compagnon de cordée a été une itération pendant 2 années, entre 2006 et 2008. C'était donc Comme une évidence, le premier idée de nom d'entreprise que j'avais. Ensuite, j'ai trouvé Comme une évidence, c'était trop prétentieux. On est passé à Premier de cordée, que je trouvais un peu moins prétentieux, mais un premier de cordée, ça peut aussi devenir un pendu. Oui. Et voilà. Et donc, pour moi, si on est ensemble et qu'on prend le leadership à tour de rôle sur les projets qu'on déploie pour nos clients et qu'on implique nos clients dans la cordée,
on devient compagnon de cordée, chacun prend le leadership du projet à tour de rôle. D'accord. Alors, en quelques mots, ta formation n'est pas particulièrement une formation dédiée aux ressources humaines à l'origine, même si tu rencontres beaucoup de personnes, mais tu fais essentiellement de la comptabilité, du financement. Alors oui, j'ai eu la chance d'avoir un parcours un peu atypique, puisque j'ai commencé à 14 ans par un CAP de comptabilité, un BEP, un bac pro, un an de BTS, 2 ans d'IUT à Paris 5, et puis ensuite j'ai terminé par les arts et métiers à l'Institut national des technologies économiques et comptables. Et puis je me suis arrêté parce que ça faisait 12 ans déjà. Et j'étais parti de bac moins, je sais plus combien, mais en tout cas ça m'a beaucoup permis de comprendre. À chaque diplôme, je me disais, si je veux avoir des loisirs, vivre où je veux, etc., faut que je continue mes études. Et puis finalement, ça m'a baigné dans le contrôle de gestion, par exemple, effectivement, dont on a parlé en préparant l'émission, qui a fini par beaucoup influencer la création du métier de compagnon de cordée. D'accord. Comment tu entres dans le monde des ressources humaines? Explique-nous un petit peu quel est le process qui te conduit, si j'ose dire, à appréhender ce métier. Alors, j'aime bien citer Paul Éluard en général. Très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. La vie m'a amené effectivement à après avoir fait, on en a parlé, l'aéronaval, auquel je suis très attaché, pour un certain nombre de raisons qu'on évoquera peut-être. Je suis rentré donc dans une start-up de télécom par internet au CNIT, dont mon cousin de 18-19 ans, qui est un génie, que je salue, salut Logan, avait un associé qui lui était patron d'un cabinet de recrutement et d'un site de recrutement à l'époque, donc qui était très avant-gardiste. On est en 1999 et l'équipe commerciale de ce site de recrutement et cabinet était dans les locaux du CNIT, donc à la Défense à Paris. Et j'entends ces gens faire ce travail d'essayer de convaincre les recruteurs que vous allez trouver des candidats sur Internet, il y a des candidats sur Internet, et là, je travaille pour la télécom sur Internet, je fais des études marketing un peu, où j'ai donné mon avis sur différents territoires, et Laurent, le patron du cabinet et du site Internet, me dit, j'aimerais que tu viennes bosser avec nous, on va lever des fonds, on va au rond-point des Champs-Élysées. Et moi qui étais dans ma chambre de bonne avenue Hoche depuis 10 ans, je suis descendu en costume et en roller à travailler. On a commencé un certain 6 décembre 99, une date qui te parle, je crois. Oui, absolument. Je crois que c'est la date à laquelle j'ai commencé à travailler, effectivement, inscrit au barreau quelques mois plus tôt. Ensuite, appelé, un des derniers appelés, si j'ose dire, dans l'armée. Et puis, je crois bien, effectivement, qu'on a débuté notre exercice professionnel, en tout cas, que cette séquence-là coïncide. C'est tout à fait exact, Laurent. Merci. On est aux prémices d'Internet, si j'ose dire, fin des années 90. Moi, je me souviens pas d'avoir été un grand utilisateur des moteurs de recherche à cette époque. Le World Wide Web, en fait, tel qu'on le connaît, WWW, est né en 93. Le recrutement sur Internet est plus issu de la fin des années justement 90, tu as raison. Et là, ont été créés énormément de sites. Alors, les anciens comme moi du métier, entre guillemets, pourraient te parler d'Image Job, Jobline, Job Pilote, Région Job qui est devenu Hello Work et Monster et plein de d'autres plateformes. Et depuis maintenant 25 ans, on a vu énormément de plateformes effectivement se créer, changer, se racheter, se concentrer. Et il y a à peu près un écosystème en France de 250 plateformes qui permettent à des candidats de chercher un job et des entreprises de rencontrer ces candidats. Alors, on va faire un petit focus sur ces plateformes parce que aujourd'hui, les demandeurs d'emploi s'inscrivent à France Travail. C'est un partenaire, j'imagine aussi pour tous les deux, mais France Travail est de loin pas le principal support, en particulier pour les profils qu'on qualifiera de particuliers, spécifiques, complexes, qui nécessitent en tout cas une attention, des postes qualifiés ou qui nécessitent des compétences bien particulières. Alors pour en avoir parlé et débattu lors d'un déjeuner très sympa avec Bénédicte qui est dans le dossier que tu as vu de l'Éco de Savoie-Mont-Blanc qui s'occupe de France Travail. En fait, moi je dis toujours à mes clients, quels que soient les partenaires que vous utilisez, ce qui est gratuit, utilisez-le.
Ce qui est adapté en tout cas, parce que c'est pas que ce soit gratuit ou pas, c'est si c'est gratuit et que ça correspond à votre cible, c'est dommage de pas l'utiliser. On a par exemple nos régions, nos talents pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un site qui est techniquement propulsé par la technologie d'un certain météo job. C'est en marque blanche, ça fonctionne bien. C'est pas forcément toujours utilisé par les candidats et les recruteurs, mais n'empêche que c'est dommage de pas y mettre son CV ou aller voir s'il y a des candidats, puisque c'est gratuit et financé par la région. Voilà. Donc après, il y a effectivement, je pense, c'est comme l'APEC qui est aussi très très bien positionné sur les cadres. C'est préfinancé, c'est pas gratuit, c'est préfinancé. Donc voilà. Après, ce qui est très intéressant, c'est effectivement il y a 25 ans, ça existait déjà. Ça s'appelait Pôle Emploi. Ça s'appelait déjà l'APEC. Et donc l'enjeu, c'est comment se fait-il qu'on ait effectivement toutes ces plateformes qui soient créées, alors que normalement on avait des acteurs étatiques assez puissants qui faisaient déjà un magnifique travail. Ils font comme ils peuvent en tout cas. Hein. On pourrait dire que c'est bien, c'est pas bien. En tout cas, ils font tous un boulot assez impliqué, d'après ce que j'ai pu rencontrer comme personnes qui bossaient dans ces structures. Mais pour autant, le recrutement, on le dit dans ce dossier de l'Écho de Savoie-Mont-Blanc, et je remercie Sandra Molloy de m'avoir fait confiance pour m'interviewer dans ce dossier. Le recrutement, c'est avant tout une rencontre. Donc, quelque algorithme que ce soit, quelle que soit la plateforme, etc., vous savez très bien que dans la rencontre amoureuse comme dans la rencontre du travail, le plus difficile, c'est comment faire pour rencontrer la bonne personne au bon endroit. C'est valable dans la vie, c'est valable dans le travail. Est-ce que j'ai le bon emploi qui correspond à la bonne personne? Et si on veut être plus inclusif, est-ce qu'on a toujours les mêmes types de profils qui sont présentés quand on met une annonce, etc. Il y a énormément d'enjeux derrière tout ça. Le recrutement, c'est une rencontre. Tu évoques effectivement le dossier qui est paru dans l'Écho Savoie-Mont-Blanc du 1er novembre dernier, donc il y a un petit peu plus d'un mois, avec à l'honneur Pascal Cantenot, qui est l'un de nos capitaines d'économie, le groupe La Panière, qui s'étend, qui renforce encore ses positions au-delà de la région, mais qui est un ex-soi, et dont l'usine d'ailleurs est à quelques pas d'ici. Ce dossier est remarquable. Et il est remarquable d'abord, et on remercie sa rédactrice qui est Sandra Molloy, et il est remarquable parce qu'il commence par la phrase suivante: le recrutement est avant tout une rencontre. Et c'est vrai que lorsque tu m'as fait passer ce dossier et lorsque j'ai commencé à lire cet article, je me suis immédiatement dit Laurent, je vais t'inviter dans ma prochaine ou dans l'une de mes toutes prochaines émissions pour venir nous parler de ce que tu qualifies de rencontres et puis surtout comment tu utilises ces rencontres pour permettre aux interlocuteurs de se croiser non seulement, mais de faire affaire, si je peux me permettre cette expression un peu triviale, en tout cas de se marier, puisque un contrat de travail, ça reste une union professionnelle. Et tu l'évoques d'ailleurs sous l'angle d'un taux de chômage dont on a la chance de constater qu'il n'est pas très élevé dans nos régions, dans nos départements savoyards et haut-savoyards, ce qu'on appelle un chômage un peu endémique, en quelque sorte, chômage naturel, le renouvellement en quelque sorte. Mais la difficulté, c'est que on arrive malheureusement, et ce sont de nombreux entrepreneurs qui nous le disent, de petites comme d'entreprises plus importantes, on a les plus grandes difficultés à recruter un certain nombre de personnes, ce qu'on ne comprend pas parce que on nous explique qu'il y a du chômage, donc pas beaucoup dans notre région, mais nous on trouve pas les bonnes personnes. Alors, ça me rappelle une conversation avec quelqu'un que tu connais bien, qui s'appelle Marc Bégiora, qui est un ami, qui est le président de la CCI, qui a eu la gentillesse de me recevoir il y a à peu près une année et qui m'a dit tu as mis du temps à créer quelque chose, tu m'étonnes, ça fait 16 ans que je démarré Compagnon de Cordée, et qui me dit mais on va t'aider. Donc ok. Et de là, on en est là maintenant. Bonsoir Marc et merci à toute l'équipe de la CCI d'ailleurs au passage de Savoie. Les CCI qui sont un peu molles du genou, la nôtre elle est quand même hyper dynamique, ça c'est cool. Oui, donc merci. On va saluer notre CCI et notre chambre des métiers de l'artisanat, nos chambres consulaires qui œuvrent beaucoup pour la promotion de nos entreprises et de notre économie locale. Voilà, on n'a pas souvent l'occasion de le faire et je pense que c'est important de le faire. Tu as raison. Ensuite, l'enjeu de la discussion avec Marc, c'est qu'il me disait qu'effectivement, il y avait carrément presque une coopétition sur le territoire avec les vallées qui commençaient à les chasser dans les autres vallées du territoire de Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense au Grésivaudan qui remonte depuis Grenoble jusque vers nous. Et en fait, à force de chercher des talents
qu'on trouve pas sur le territoire. On finit par les entreprises commencent à être presque en compétition pour recruter des profils, et ça devient dommage en fait. Ça fait une surenchère, ça fait une tension. Et en fait, nous, chez Compagnons de Cordée, avec Marie-Alix qui pourra rebondir là-dessus aussi, on a une cliente en moyenne, voilà, dont en toute Lorraine, même dans toute la France, et voilà, on est capable de se questionner sur dire, mais ok, maintenant l'enjeu, c'est quand on doit faire connaître une entreprise au-delà de son territoire local, il y a énormément de plateformes, on l'a évoqué, qui couvrent un territoire qui vient bien au-delà, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et il est possible de communiquer de façon efficace, de façon plus visible, de façon plus inclusive, et d'attirer des talents sur nos territoires qui sont quand même juste magnifiques. On a une qualité de vie qui est un peu hors norme. Alors, chacun, là où il habite, va souvent me dire ça, suivant là où il est, mais on a quand même pas mal de chance, faut le dire. Et c'est une attractivité où il y a encore moyen quand même de se loger avec des salaires quand même corrects. Enfin, je pense qu'on a de bons atouts pour pouvoir dire à pas mal de talents, vous pouvez nous rejoindre nos entreprises. Et il faut que les entreprises aient l'audace de dépasser la surface du lac. C'est une remarque tout à fait opportune en ce qui concerne Radio Grand Lac, bien évidemment, et le grand bas de la vie locale. Concurrence accrue. Oui, tu évoquais la vallée du Grésivaudan avec le pôle d'attraction des nanotechnologies et puis l'existence de rémunérations qui sont assez importantes, qui sont parfois même, j'allais dire, absolument pas à la mesure de nos entreprises plus locales, savoyardes. Et puis il y a un autre pôle d'attraction de l'autre côté, et c'est bien évidemment la Suisse, et à commencer par le canton de Genève. Donc la difficulté, c'est d'être dans un environnement qui est effectivement merveilleux, avec un taux de chômage qui est très faible, mais de pouvoir accompagner nos entreprises locales et de leur permettre de ne pas voir s'éparpiller en Suisse ou en Isère, même si ça reste un département voisin et ami, des talents qu'ils aimeraient bien avoir dans leur entreprise. Alors, je dirais que libre à chacun de s'éparpiller où il veut, en termes de recherche d'emploi et d'opportunités d'entreprise. Par contre, Marie-Alix en parlera beaucoup mieux que moi après, je lui passerai la main discrètement comme ça, mais quand ce sera le moment. Mais je pense que les clients qui en travaillent, où justement on est capable de travailler d'abord sur les valeurs, sur ce qui fait même une TTPE ou une entreprise de taille plus importante, il y a un enjeu quand même qui est très important maintenant pour un employeur, c'est d'être aligné. D'accord ? Ça veut dire que quand on fait une promesse en tant qu'employeur, avant même de faire une promesse, avant même de communiquer à l'extérieur, faut déjà regarder quelles sont les valeurs de l'entreprise, et au-delà du bullshit, mais de faire semblant que, encore une fois, au-delà de la surface, il faut aller en profondeur des choses, il faut dire, ok, qu'est-ce qui fait notre force ? Est-ce que les métiers sont difficiles ? Est-ce qu'on est mal payé ? Mais c'est pas grave peut-être. Est-ce qu'on n'est pas forcément aussi bien payé que dans d'autres entreprises ? Mais chez nous, il y a d'autres avantages. Est-ce que chez nous, il y a les plus gros salaires, mais par contre, il y a des inconvénients en termes de management, de qualité de travail, etc. En tout cas, il y a toujours une équation propre à chaque entreprise, la plus petite à la plus grande. Et l'enjeu, c'est d'être aligné, parce que c'est comme un site de rencontre. Faut pas oublier ça. D'accord. Le recrutement, c'est avant tout une rencontre. Je me présente tel que je suis, en tant qu'entreprise, en tant que personne. S'il y a un effet déceptif parce que les promesses qui sont faites, en fait, elles sont complètement, ce sont des promesses qui sont des fausses promesses, eh bien, la personne qui est en face de moi, aussi bien en amour qu'en travail, et encore plus avec les générations de maintenant, elles vont dire, mais tu sais quoi, t'es bien sympa, employeur ou garçon ou fille, peu importe, je me tire. Donc tu te débrouilles, tu restes sur le carreau avec ta recherche d'emploi, ta recherche d'amour, et moi je me tiens ailleurs. Et ici, il y a le choix. On a un taux de chômage qui permet de faire ça. Donc, il faut à un moment donné que chacun, tous en tant que dirigeant, on se pose la question, quelles sont nos forces, nos faiblesses, qu'on les pose. C'est avec Marie-Alix que ça se passe. Moi, je prends la suite derrière. Comment on le fait savoir une fois qu'on sait exactement ce qu'on a à dire? Où est-ce qu'on le fait savoir? Comment est-ce qu'on le fait savoir auprès des bonnes personnes? Et ensuite, c'est parti. Formidable. Alors, on va faire une petite pause musicale dans quelques instants. Je voudrais simplement indiquer que on va profiter de ces bons mots et de ces propos pour rappeler que avant de recruter, il faut analyser les besoins et d'une certaine manière auditer ces besoins au sein de l'entreprise. On en parlera donc dans quelques minutes, 3 minutes, après une pause musicale. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par la maison Cavaillé à Aix-les-Bains.
Le grand bain de l'écho, plongé dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Le grand bain de l'écho est de retour sur Radio Grand Lac. On a versé une petite larme pour le 7e anniversaire, je crois, du décès de Johnny, notre légende musicale. Envie d'avoir envie. Tiens, c'est, j'allais dire, un slogan qui colle parfaitement avec vos démarches. Et puis, je propose que on consacre cette seconde partie de l'émission à quelques, non pas anecdotes, ça serait bien réducteur. Non, à des épisodes, à des tranches de vie professionnelle, d'accord ? Oui. Alors ça vous amuse, mais alors là, il va falloir m'expliquer, parce qu'il y a peut-être une private joke. Non. En quoi consiste effectivement l'accompagnement que vous menez d'ailleurs de concert ? Parce que vous avez des synergies professionnelles, on pourrait se poser la question de savoir si vous n'êtes pas en concurrence. En réalité, vous avez des activités complémentaires qui vous amènent à intervenir successivement en amont l'un de l'autre, si j'ose dire. Laurent ou Marie-Alix ? Je peux essayer d'en parler. Alors, traditionnellement, les RH, on aime bien, on a beaucoup de sujets à traiter. On a un CSE, en général, quand on est une assez grosse entreprise, en tout cas une moyenne. On a des sujets très légaux. Et ça, c'est notre priorité. Notre priorité, c'est la paye et c'est le temps des gens, en gros. Et donc, le recrutement, on en a besoin, mais on n'a pas trop le temps. Donc, souvent, on donne un peu d'argent à des cabinets de recrutement qui font le recrutement à notre place, et toute la partie sourcing, on la maîtrise un peu moins bien. On est en capacité, nous, RH, de lire des CV, on est en capacité de recruter des gens, mais aller chercher des gens, c'est un peu moins notre truc. Du coup, souvent, on demande à nos salariés de faire de la cooptation. Donc, c'est-à-dire qu'on donne un peu d'argent à nos salariés pour regarder dans leur réseau s'il y aurait des gens qui correspondraient à nos offres d'emploi. Ça, c'est le premier sujet. Moi, quand je suis devenue directrice des ressources humaines, je me suis dit, moi, j'ai envie de maîtriser tout. Ça, c'est un peu mon caractère. Et aussi le recrutement. Donc, quand je suis arrivée chez Energypool, on recrutait un peu. Et puis, j'avais une super équipe qui était en place et qui choisissait des sites un peu gratuits. Et puis, on n'avait pas beaucoup communiqué sur notre marque employeur. C'était pas le moment. Mais quand je suis arrivée, c'est devenu le moment de recruter plus, de communiquer sur la marque employeur. Et on voulait le faire correctement. Alors moi, j'ai pas que des amis dans les cabinets de recrutement. J'en ai quelques-uns qui sont des super amis et je pourrais donner des noms, mais voilà. Et il y en a d'autres que j'aime un peu moins parce que quand je leur demande de recruter un commercial, ils recrutent un commercial pour moi, mais aussi pour l'ensemble de mes concurrents. Puis si le commercial me plaît pas à moi, ils le proposent à mes concurrents. Et puis en général, je paye un certain prix et ça me coûte un peu cher. Et puis à ce moment-là, il se trouve que sur un salon Top DRH, j'ai rencontré Laurent Joseph qui me dit mais moi j'ai une solution. En fait, je vais t'aider à publier tes offres d'emploi sur des job boards. Toi, t'en connais 2. En gros, c'était assez vrai. Alors, j'en connaissais 3 parce qu'il y en a un où je voulais absolument aller. Souvent, on connaît les gros, LinkedIn, Indeed, pour pas les citer. Et il m'a dit, mais non, attends, il y en a encore 248. C'est ça. Et puis, je vais t'aider, je vais te guider. Et en plus, ça va te coûter moins d'argent que si tu passais par une agence de com. Et moi, je me suis dit, chouette, comme ça, l'argent qu'il va me faire économiser, je vais pouvoir le mettre ailleurs. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Laurent. D'accord, donc sur un salon professionnel. Sur un salon professionnel, Top DRH. Très bien. Alors, ce qui est quand même assez amusant et intéressant, c'est que tu racontes que bien évidemment le recrutement, qui est le premier acte entre guillemets d'un entrepreneur lorsqu'il veut débuter une activité. En tout cas, débuter une activité avec un petit peu de personnel, c'est finalement ça pourrait, en tout cas, sembler être quelque chose de relativement simple, mais en réalité, c'est très complexe. C'est très complexe parce que, comme tu le disais tout à l'heure, quand on fait appel à un cabinet de recrutement ou quand on ne va pas en profondeur dans la recherche d'un candidat, quand on ne s'inscrit pas dans la perspective de la rencontre évoqué dans le dossier de l'écho Savoie-Mont-Blanc, je pense qu'on peut arriver à faire des erreurs de casting. En fait, le problème, c'est que quand on cherche un candidat, d'abord on cherche un mouton à 5 pattes, on regarde les compétences. On regarde beaucoup les compétences parce qu'en face de nous, on a des managers
qui eux ont besoin de compétences. Et souvent on se focalise là-dessus et on oublie un tout petit peu la partie savoir-être, la partie culture, la partie comment la personne va évoluer dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on regarde toujours, voilà, j'ai besoin d'un opérateur, par exemple, je dis n'importe quoi, mais un opérateur, et j'en ai besoin maintenant. Et on se dit pas, mais qu'est-ce que l'opérateur va faire dans l'entreprise demain? Donc ça peut être un très bon opérateur dans une entreprise et un moins bon opérateur chez moi. Et en vrai, et c'est ce qu'on a fait avec notre cliente, la cliente qu'on accompagne actuellement avec Laurent, c'est que effectivement, elle arrivait à recruter des gens, mais en fait, ça se passait jamais bien. C'est-à-dire que le divorce était prononcé assez tôt, même presque avant d'être passé devant le monsieur le maire. Et en vrai, ce qu'on a fait, c'est OK, t'as besoin de compétences, mais d'abord, on va travailler sur tes valeurs. D'accord. Parce que moi, je pensais, j'étais intimement convaincue que dans une toute petite entreprise, le premier truc qui va compter, c'est les valeurs. C'est le fait de pouvoir s'intégrer dans une équipe. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Je dis, mais c'est quoi tes valeurs? Et en fait, elle s'était juste jamais posée pour se dire, c'est quoi ce que je recherche? C'est quoi qui va faire monter mon entreprise? Et c'est quoi qui va faire que mon entreprise, dans 5 ans, elle sera toujours là? Ta question, c'était, j'ai besoin d'un cariste, j'ai besoin d'un manutentionnaire, j'ai besoin d'une comptable. Exactement. Sans discrimination de genre, c'est simplement pour évoquer les emplois. J'ai besoin de tel emploi, en définitive. Et lorsque vous êtes sollicités, tous les deux, pour travailler au service donc de cette entreprise qui intervient dans la quincaillerie de gros et dont on peut se dire qu'elle a une activité qui est à peu près similaire, alors pas de même dimension, bien évidemment, avec quelques magasins de dimension importante qu'on ne citera pas. Parce que nous avons des partenaires qui travaillent précisément dans la quincaillerie, la maison Philippe, pour ne pas la nommer. Les besoins ne sont pas les mêmes dans toutes les entreprises. Et tu disais tout à l'heure, et j'ai retenu cette phrase qui est assez frappante, un salarié peut être un très bon profil dans une entreprise et s'avérer catastrophique dans une autre, ce qui explique la durée de vie un petit peu limitée de certaines personnes dans certaines entreprises. Et donc, on en vient à la nécessité de déceler, de déterminer quelles sont les valeurs, et puis, plus généralement, d'auditer les besoins. Alors, de l'employeur, mais il faut que ces besoins de l'employeur, ils concordent avec les souhaits du salarié qui, lui aussi, a envie de trouver dans l'entreprise un environnement dans lequel il va pouvoir s'épanouir. Et j'imagine que lorsque vous êtes tous les deux conduits à recevoir des candidats, vous assurez que les profils ont de bonnes chances de matcher, comme on dit, puisque Laurent, tu évoquais peut-être très opportunément, les sites de rencontres. Donc, comment on fait pour que ça matche ? C'est une excellente question. D'abord, il faut, et ça c'est le travail de Laurent, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher loin. C'est-à-dire qu'il faut bien rédiger nos annonces, il faut bien expliquer l'entreprise, il faut expliquer l'environnement. Chez nous, c'est important d'expliquer le lac, les montagnes quand même, parce que c'est aussi pour ça que les gens viennent travailler chez nous. En tout cas, moi, j'en suis persuadée. Et puis donc, une fois qu'on a réussi à avoir le plus grand nombre, bien sûr, on reçoit des CV, il faut trier les CV, il faut sentir sur le CV, ça correspond pas forcément en termes de compétences, mais vu les expériences, peut-être que ça le fera ou ça le fera pas. Chez cette cliente particulièrement, moi j'ai eu un rôle de management de transition, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. J'ai expliqué que je recrutais pour cette personne, que j'étais un peu sa DRH. Et donc, j'étais assez claire avec les candidats. Je leur ai dit, moi, j'ai une patronne d'entreprise devant moi. Elle a plein de choses à gérer. Elle a pas le temps de gérer ses recrutements. Parfois, elle est dans le rush. Donc, parfois, elle est un peu rude. Il faut que vous acceptiez ça. Et, les process, c'est un peu compliqué. L'organisation, c'est en train de se mettre en œuvre. C'est une entreprise en croissance. Si vous avez besoin de processus très carrés, c'est pas pour vous. Par contre, si vous avez envie d'être dans une entreprise familiale, de venir travailler avec la bonne humeur tous les matins, c'est pour vous et on y va. Ce que tu dis est très instructif et on laissera ensuite Laurent poursuivre le propos parce que ça parle à absolument n'importe quel entrepreneur. Moi, j'avais envie de faire la comparaison avec les métiers de la restauration et de l'hôtellerie puisque j'avais eu la chance
et le plaisir et le bonheur d'accueillir Agnès Alfonsi et Patrice Croc, qui sont les deux cadres dirigeants du groupe Épicure, que je salue amicalement puisqu'ils nous ont rejoints en tant que partenaires majeurs de Radio Grand Lac. Merci à eux de s'être immergés dans le grand bain de la vie locale. On les salue amicalement. Dans la restauration, moi j'entends souvent des clients ou alors des restaurateurs chez qui je vais à table me dire moi je cherche un commis de cuisine, je cherche un chef de salle. En réalité, la question qui va se poser, c'est quel commis de cuisine conviendra au chef de cuisine, en quelque sorte. Quel chef de salle pourra être en adéquation avec le comportement parfois un petit peu erratique, rigoureux, rude. On est dans les montagnes, quoi. Il faut parler montagnard. Il faut parler montagnard. faut avoir les mêmes valeurs. Et ce que tu évoques, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas apporté par des structures qu'on évoquait tout à l'heure, mais parce que c'est pas leur rôle, entre guillemets, France Travail, l'APEC. Le rôle, c'est de mettre en relation ou d'aider des personnes à se mettre en relation, mais c'est pas d'étudier, la compatibilité des profils. La compatibilité des profils, finalement, si votre travail à tous les deux n'existait pas, on ne pourrait que s'en rendre compte au moment où on l'éprouve. Soit ça se passe bien, et à ce moment-là, ça va se traduire par plusieurs années d'union. Et puis, si ça se passe mal, ça veut dire que peut-être y aura-t-il eu une erreur de diagnostic en amont. Ça peut arriver. Vous n'êtes pas parfait. Il arrive parfois que des erreurs, j'imagine, puissent être commises. Alors, pour reprendre le début de l'article L'Écho de Pays de Savoie, le recrutement est avant tout une rencontre. Je vais quand même me permettre de faire comme j'ai fait, sur une ligne d'ailleurs sur un post, de compléter la partie écrite qui est que on parle beaucoup maintenant d'algorithmes qui définissent le type de personnes qu'on se voit présenter aussi bien sur les sites de rencontres que sur les sites dits d'emploi, de plateformes d'emploi. C'est une importance fondamentale. Ça vient d'un livre qui s'appelle, que je vous recommande à tous d'ailleurs, c'est un livre très sympa à lire et assez surprenant, qui s'appelle L'amour sous algorithme de Judith Duportail, qui est une journaliste un peu d'investigation et qui a réussi à remonter jusqu'au dirigeant de Tinder, et qui est allé après interviewer un jeune homme assez remarquable qui était un enseignant à Zurich en Suisse et qui maintenant est basé à Genève, Paul-Olivier Dehaye, pour ne pas le nommer, qui sur 3 lignes dans un bouquin de 300 pages dit que finalement les algorithmes déterminent et comment les données en fait qui sont traitées de façon plus ou moins visible par ces grands algorithmes, et en particulier ces entreprises américaines, mais pas uniquement, déterminent le type de personne qui vous êtes présenté. Et je cite cette phrase, il en est de même sur LinkedIn. Donc c'est pas grave. Par contre, ça veut dire que, comme j'en discute quand on parle d'intelligence économique avec un certain nombre de personnes dont on a parlé, j'en dirai pas trop plus avant, c'est pas trop l'endroit. Mais concrètement, l'enjeu pour les entreprises, c'est d'élargir, de diversifier leurs sources, de ne plus surconcentrer sur uniquement 2-3 acteurs qui soient américains ou autres, peu importe, mais c'est de répartir leurs forces, leur présence, leur diversité de sources pour avoir des candidats qui soient pas uniquement définis par les algorithmes, mais peut-être par des univers. Quand je dis 250 plateformes, on a des sites spécialisés dans les métiers, des sites spécialisés par région, des sites spécialisés par niveau d'études, des sites spécialisés par tellement de choses. Et on a même des sites qui commencent à être basés sur de l'IA qui brassent tout ça en diagonale, etc. Donc, quand on cherche quelqu'un, il faut se demander, c'est comme dans une rencontre encore une fois, est-ce que j'ai rencontré mon amour amoureuse à la boulangerie, ou est-ce que je m'inscris sur 45 sites de rencontres ou X sites, voilà. Il faut savoir qui on cherche. Tu parlais tout à l'heure de diagnostic. Le client dont on parle depuis tout à l'heure avec Marie-Alix, c'est une cliente, ils sont 2, il y a que de 6 personnes. Donc on parle d'une TPE, mais qui a quand même une quinzaine d'années d'existence et qui a un super potentiel et vraiment un très bon niveau et un beau respect de la part de son portefeuille de clients. Et on suit également des clients qui ont plus de 4000 recrutements. Mais l'enjeu, c'est qui vous recherchez, comment vous vous y prenez, avec qui vous travaillez. On parlait des cabinets. Il y a des cabinets qui commencent à être partenaires de Compaoré & Cordé qui me disent mais nous, ça nous va bien ce que tu fais, ça complète ce que l'on fait.
parce que y a des clients qui viennent avec des besoins qui pourraient très bien gérer par eux-mêmes et qui, par défaut, par déficit de présence sur Internet et sur les différentes plateformes, disent on trouve pas, donc on va chercher un cabinet. Et ça va leur coûter plus cher, le cabinet, ça va leur encombrer avec des missions qui parfois le passionnent pas. Et puis effectivement, le cabinet pourra pas travailler au nom de l'entreprise parce que il a des accords où il va communiquer en son nom et comme dit Marie-Alix, les CV vont être répartis parfois suivant les clients. Donc l'enjeu, c'est reprendre la main en tant qu'entreprise, en tant que recruteur, communiquer en son nom. Comme on dit avec Marie-Alix, soit on rentre par l'entreprise est déjà assez mature, elle a déjà ses process en place, etc. Et dans ce cas, on apporte la partie visibilité, sourcing, augmenter les rencontres, la diversité des candidatures qui arrivent pour staffer tel et tel type de poste. Soit on se rend compte qu'il faut surtout pas communiquer à l'extérieur, ce qui est arrivé avec Marie-Alix l'autre jour. On s'est dit, on était prêt, moi j'étais prêt à bondir, moi j'adore proposer ce que je fais, j'ai rien à vendre, mais je suis toujours d'accord pour qu'on me fasse travailler, surtout sur des sujets comme ça. Et là on s'est dit, on va surtout pas communiquer vers l'extérieur sur les plateformes. On va d'abord travailler auprès de la dirigeante, l'accompagner, la rassurer, travailler sur ses valeurs, ses besoins, ses process. Et ensuite, on a fait effectivement un plan de recrutement et le modèle qu'on peut encorder, on crée des économies sur un prix marché qui est pas très facile à comprendre. Mais on crée des économies, on partage avec le client, on finance une grosse partie de nos honoraires comme ça, avec des économies, et ça c'est génial, et ça se fait en Savoie. Et en Haute-Savoie d'ailleurs, pour Marie-Alix. C'est formidable, oui, puisque toi Laurent, tu es plutôt installé en Savoie, et que Marie-Alix est résidente au Savoyarde, et cela complète parfaitement, si j'ose dire, puisque nos deux départements forment la Savoie, la seule et unique, celle qu'on aime. C'est assez passionnant cette rencontre, et ce qui serait intéressant, c'est de savoir si cette campagne, entre guillemets, pas un terme forcément adéquat, mais si cette campagne de recrutement, j'ai cru comprendre que 6 personnes étaient recherchées à des postes divers et variés. Est-ce qu'elles ont pu être recrutées ? Est-ce qu'elles ont pu être recrutées selon, non pas les standards, mais selon les critères que vous aviez définis avec la dirigeante ? Et puis, comment s'annoncent les collaborations qui ont été conclues ? Donc, il y a quelques postes qui ont été comblés aujourd'hui. Il y a encore quelques postes à combler. Alors, c'est rigolo parce qu'effectivement, notre cliente, elle cherchait des compétences à l'origine. Et là, on se retrouve à recruter des valeurs, des savoir-être et quelques savoir-faire quand même, parce qu'on est obligé un peu d'avoir du savoir-faire. Et du coup, elle a complètement changé son fusil d'épaule sur les gens qu'elle recrutait. Et ça lui a aussi permis de se séparer de certains salariés qui étaient très, très compétents, mais qui n'avaient pas la même culture. D'accord. Et donc ça, c'est aussi important pour un chef d'entreprise ou pour un DRH ou pour un manager de se dire, là, ça le fait plus entre nous. Donc, il faut le faire dans le respect en disant, maintenant... ça le fait pas, peut-être que demain ça le refera, mais aujourd'hui ça le fait plus, parce que c'est pas ce type de profil-là que je recherche. Ça ne remet pas en cause les compétences des gens, mais en tout cas c'est pas vers quoi l'entreprise veut aller. Après, ce que je voudrais rajouter, c'est que le recrutement, d'abord il y a beaucoup d'instinct dans le recrutement, c'est pas une science exacte. Moi, en tout cas, il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça, mais moi je pense qu'il y a une vraie partie instinctive. Après, c'est peut-être parce que je fais trop de recrutement et depuis trop longtemps, donc peut-être que c'est ça qui me fait dire ça. Mais il n'y a pas que le recrutement. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute la partie intégration, toute la partie formation et toute la partie évolution. C'est ce que je disais tout à l'heure, on recrute pour un poste, mais il faut aussi penser à, ok, il y a ce poste-là aujourd'hui et demain. Après, on peut prendre le parti de dire, moi je recrute pour ce poste et tant pis pour demain. Ça, c'est pas grave parce que peut-être qu'on n'a pas envie de conserver des gens pendant 10 ans dans l'entreprise. Mais c'est intéressant d'avoir ce switch dans la tête, de se dire, qu'est-ce que cette personne-là qui est à ce poste-là aujourd'hui va devenir demain? Ça fait partie aussi d'un des pans d'accompagnement que je fais, c'est les évolutions de carrière. Et puis, c'est aussi l'intégration des gens. Parce que tu peux recruter une super personne, avec une super culture, avec les mêmes valeurs que toi, avec les bonnes compétences au poste idéal, la personne idéale pour le poste idéal, mais si le jour de son arrivée, rien n'est prêt, tu l'accueilles pas correctement, le manager est pas là, elle se retrouve seule à midi, elle a pas de matériel pour travailler le matin, elle va partir. Et tu vois, c'est ce qu'on partageait à midi.
Les statistiques, c'est l'impact de ton intégration, c'est un impact sur ta carrière sur 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a des gens, au bout de 3 ans, ils partent parce qu'ils ont été mal accueillis. Et donc, voilà. Oui, ce qui est assez édifiant quand même. Mais il reste 3 ans quand même. Eh ben, il y en a qui restent 3 ans. D'accord. Moi, je connais plein de gens qui sont pas bien dans leur entreprise et qui restent quand même. Parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de regarder ailleurs, parce que quelque part, ils sont satisfaits de la position où ils sont. Tout en étant insatisfaits de la qualité de la relation humaine, alors avec l'employeur ou le chef de service dans les entreprises un peu plus structurées, parce que le travail que vous avez fait que vous êtes en train d'entreprendre avec cette TPE, j'imagine que vous l'entreprenez de la même manière avec des structures un petit peu plus importantes, voire plus importantes tout court, et que par contre il n'y a pas de standard et que c'est vous et vous-même qui vous adaptez bien sûr à votre public. D'ailleurs, comment vous êtes sollicité ? Ça serait intéressant que le public, nos auditeurs et nos auditrices savent comment vous êtes et par qui vous êtes sollicité, parce que après tout, on connaît les organismes que tu qualifiais d'étatiques tout à l'heure, Laurent. On connaît effectivement les plateformes de recrutement ou de rencontres professionnelles comme LinkedIn ou Indeed. Mais votre métier, il est spécifique. C'est un métier qui permet de mettre en relation des personnes qui ont une chance de travailler ensemble et de continuer à travailler ensemble. Ensuite, on peut pas être garant, si j'ose dire, d'une pérennité. Au moins, on fait en sorte de l'organiser. Mais c'est un métier qui, je pense, reste encore un peu méconnu. Et il mériterait peut-être d'être... ou en tout cas, ce mystère mériterait d'être éclairci. Marie-Alix. Alors, il y a plusieurs sujets. Déjà, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de travailler sur notre territoire parce qu'il y a un vrai besoin. Donc, même si, on peut aller au-delà du territoire, mais il y a du travail dans les 2 Savoies et on peut aider les dirigeants, les DRH sur ces sujets-là. C'est beaucoup du bouche à oreille, en fait. Moi, j'ai été rappelée par d'anciennes structures que je ne citerai pas, mais c'est vraiment du bouche à oreille, des gens avec qui on a déjà travaillé, qui savent comment on travaille et qui nous appellent. Ça, c'est ma partie à moi, parce que je suis plutôt faite comme ça, d'essayer de créer des relations ancrées. Et puis Laurent, lui, il a un super réseau, et il sait créer des liens, il est très très fort là-dessus. Et lui, c'est plutôt, j'allais dire, le commercial de la bande, en tout cas celui qui va ouvrir les portes. Moi, une fois qu'il a ouvert la porte, je m'installe dans le salon, mais lui, il ouvre les portes. Oui, on avait compris, Laurent, que tu avais quelques connexions avec... on va dire les grandes institutions du département et au-delà. Ce que je veux dire, c'est qu'il est essentiel, et évidemment, d'être en lien avec ceux qui font l'économie locale, l'emploi local, c'est-à-dire les entrepreneurs, pour commencer. Alors, souvent on me dit, mais même mes enfants parfois me disent, mais papa, tu connais tellement de monde, mais on voit des gens qui cherchent tel ou tel contact, mais tu as des contacts partout, tu connais, mais t'es quelqu'un de réseau. Et je dis, j'ai horreur des réseaux. Donc pour moi, c'est quoi en fait ce dont on parle? C'est effectivement quand Marie-Alix me dit, tu es un magicien du lien. Ah. Donc d'abord, merci Marie-Alix. Première chose, ça m'a énormément touché, c'est gravé. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, depuis 25 ans que je m'intéresse vraiment à ces métiers, j'ai laissé quelques traces sur mon parcours, j'ai rencontré des gens fantastiques. Je dirais que je suis attaché aux valeurs des compagnons et des montagnards, et autant que Cap for Human, qui se superposent les 2 noms finalement, des systèmes de valeurs très très proches et des ADN totalement identiques. Donc ça, c'est quand même génial. Marie-Alix a créé il y a quelques mois, et moi j'ai créé il y a 16 ans, et on se retrouve avec finalement le même chaînon de valeurs sans aucun chaînon manquant. Ça, c'est une chose. Et finalement, si on réfléchit bien, quand je parle de Marc et des autres et de tous ces gens qu'on peut croiser sur le territoire comme ailleurs, je pense au général Éric Bonnemaison qui, à l'époque commandant de Saint-Cyr, me dit, alors qu'on faisait une revue de veille d'intelligence économique sur les ressources humaines il y a 12 ans en arrière, et des choses qu'on a écrites à l'époque s'avèrent maintenant la réalité. Tu parles de Saint-Cyr, Coët-Quidan, l'école militaire. Nous sommes d'accord. Et donc, ce cher mon général, je vous salue si vous m'entendez un jour sur cette émission, pourquoi pas, je vous l'enverrai. Mais concrètement, il me dit, à la fin du déjeuner au Cercle National des Armées que je fréquente maintenant régulièrement, vous savez ce qu'on dit des pionniers, Laurent? Et j'ai pas eu le temps de répondre. J'ai dit, mais écoutez, mon général, ils ne sont pas obligés de tous mourir. Donc j'avais compris que
ok, j'étais en avance, ok, j'avais une vision peut-être de la façon de faire les choses qui était peut-être un peu avant-gardiste, mais stratégie de l'océan gris de la confère, la Harvard Business Review, on va là où personne ne va, mais on y croit, et le jour où les choses évoluent, que les gens commencent à se dire, ce serait peut-être bien qu'on fasse différemment, comme Marie-Alix il y a quelques années m'a dit, 3-4 ans, Laurent, on aurait toujours dû faire comme ça. J'ai dit, chouette, quelqu'un y croit. Et ça a été, toutes ces rencontres, c'est des gens qui ont dit, effectivement, on peut envisager le métier du recrutement, le métier et les difficultés des entreprises à rencontrer des candidats de façon, de se mettre autour d'une table, indifféremment de toute autre forme d'intérêt ou de conflit d'intérêt, et on va plutôt créer de la valeur ensemble, créer une démarche sincère où tout le monde va apporter au pot commun. Alors ça paraît un peu idéaliste, mais finalement ça se fait et ça se concrétise et financièrement et dans l'efficacité, dans le niveau de compétences qu'on peut faire. Et effectivement, je crois que le réseau, finalement, sincèrement, l'outil remplace pas le geste. On en a parlé ce midi. C'est pour moi que je suis très attaché à ce principe. Ce que l'on met dans le lien, c'est ce qui définit sa durée, mais surtout sa qualité. Et je préfère toujours dire, si on n'a plus rien à dire, c'est pas grave. Merci pour tout ce qu'on a échangé. Et si on peut échanger, construire ensemble et grandir ensemble, alors allons-y. Les sommets sont devant nous. Et je pense qu'on a la bonne région pour ça. Merci pour ces bons mots. Et c'est un euphémisme. Je vois que l'heure tourne. Donc, l'heure tournant et notre heure d'émission arrivant bientôt à sa fin. Je voulais d'abord vous poser une question qui est en lien avec notre actualité, pas spécifiquement en politique, on n'est pas là pour en parler, mais l'actualité socio-économique. Est-ce que vos clients, qui sont en réalité presque des personnes que vous côtoyez de manière amicale, même si ce ne sont pas des amis, sont inquiets des perspectives parfois un petit peu complexes et délicates qu'on nous annonce? Est-ce que ça les freine dans leurs besoins ou leur volonté de recrutement? C'est peut-être un peu tôt pour poser la question. Non, c'est une excellente question. J'ai envie de dire ça dépend. Ça dépend du client et ça dépend de l'industrie concernée. Il y en a que ça freine. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout que les gens vont concentrer leur argent et leur énergie sur des sujets et peut-être mettre d'autres sujets de côté. Et c'est essentiellement et souvent des sujets RH qui sont plutôt mis de côté dans ces cas-là. D'accord. Alors que c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudrait aller regarder les sujets RH. D'accord. Formidable. Et pour ma part, je te répondrai sincèrement que ayant la chance d'être auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, j'ai été effectivement formé à la géopolitique, aussi bien locale qu'au niveau international et multidimensionnel, et qu'on est effectivement dans une notion d'intelligence économique et de guerre économique qui impacte nos territoires jusqu'au plus la TPE locale, d'accord, et qu'effectivement, je rejoins Marie-Alix, je dirais que les dirigeants et les RH, l'autre jour, M. Serre est venu, vice-président de la NDRH est venu et est intervenu et a dit effectivement c'est un sujet, l'intelligence économique et les ressources humaines qui devraient vraiment commencer à se parler un peu plus avant. Et puis citer Roger Federer en disant une entreprise qui est un RH qui va finalement réussir, c'est comme le joueur de tennis. Pourquoi vous réussissez vos matchs? Parce que j'ai anticipé à l'avance par rapport à mon concurrent où va aller partir la balle. Donc, et la balle de tennis, hein. Et donc ça veut dire que pour moi, il y a cet enjeu de poser les choses, de se dire ok, quelles sont les choses qui vont faire que il y a des concurrents talents, il y a des concurrents économiques, il y a des entreprises qui vont commencer à tirailler et à attirer vers elles des talents, il y a des questions de données, il y a des questions de souveraineté, et donc effectivement on a de très jolies choses à faire, et je pense que au-delà de la politique intérieure nationale, il y a beaucoup d'entreprises et de dirigeants qui se disent ok, ça se coud dans tous les sens, mais n'empêche que quand ça va reprendre, on a intérêt à être prêt. Oui, bien sûr, ça se coud en intérieur, et puis de toute façon, on est dans une économie qui est globalisée. N'oublions pas que nos entreprises ont bien évidemment des marchés à l'export, et qu'elles ne sont pas circonscrites à nos territoires, même si on en est très fiers, même si on les promeut. Notre émission se termine, s'achève. Je voudrais vous remercier infiniment. Merci Laurent pour avoir cité mon idole sportive, Roger Federer, une légende vivante du tennis
et tu l'as qualifié de la meilleure des manières, puisque je pense qu'il y a peu de joueurs de tennis qui anticipaient aussi bien les coups que lui. Je voudrais terminer cette émission en remerciant l'ensemble, bien évidemment, de nos auditeurs et de nos auditrices, tous nos partenaires, et puis Sandra, Laurine et Jean-Pierre qui nous ont concocté, préparé un magnifique plateau avec des décorations de Noël un petit peu de partout, un très bel arbre de Noël. On va prendre une petite photo et je pense qu'on pourra la partager et vous verrez à quel point notre studio est magnifiquement garni. On vous souhaite une très belle soirée, une très belle fin de semaine. Et puis, en ce qui concerne le Grand Bain de l'Écho, la prochaine et dernière émission de l'année, ce sera le 19 décembre à 18h15. Belle soirée à toutes et à tous. Radio Grand Lac. Votre radio.